Bonjour, mesdames et messieurs. Je me présente, Huguette Loubert de la Société d'histoire du plateau Mont-Royal. Je suis heureuse de vous retrouver pour la 3e conférence de la saison en collaboration avec la Maison de la Culture. Merci beaucoup de votre intérêt. Juste quelques mots pour vous rappeler que la Société d'histoire existe depuis 17 ans et que nous avons comme objectif de faire connaître l'histoire du plateau avec un centre de documentation que nous vous invitons à visiter le mardi et des conférences régulières, un site Internet très intéressant, des visites guidées, des cafés-rencontres, un bulletin trimestriel que vous recevez chez vous si vous êtes membre de la Société. Et également, nous produisons des livres édités et bien d'autres activités. Ne vous gênez pas de devenir membre, nous avons des formulaires sur la table. Passons maintenant à la conférence. L'histoire, cette année, concerne le passé lointain de la Montérégie. Nous avons vu la géologie, les ruisseaux disparus et maintenant, nous verrons la flore, la végétation et le climat qui ont marqué les paysages qui nous entourent et la terre que nous foulons. Notre conférencier, Pierre J.H. Richard, est un paléographe de grande notoriété et professeur émérite de l'Université de Montréal. Il est auteur de nombreux ouvrages et d'articles et a participé avec d'autres à plusieurs ouvrages également. Et je crois que nous sommes entre de bonnes mains pour en savoir davantage. Souhaitons la bienvenue à Monsieur le professeur. Accueillons-le chaleureusement. Alors, on va débuter. Voici le sujet. Et après ça va bien. Alors, mes ancêtres sont français, anglais et aussi Anishinaabe. Et alors, en hommage au peuple amérindien, je reconnais vivre sur le plateau Mont-Royal, sur un territoire non cédé qui s'appelait Tiankad. Voilà, Tiantiaké. Vous avez eu les chroniques géologiques du plateau par mon collègue Michel Lamotte. Le 17 novembre dernier, je suis désolé, je ne vois pas les choses que vous voyez. Et il vous présentait essentiellement 3 chroniques, une très ancienne, de l'Ordovicien. Ensuite, une époque à la création du Mont-Royal et finalement un aperçu du Quaternaire avec la mer de Champlain. Alors, j'ajouterai simplement que le dernier maximum glaciaire est survenu il y a 25 000 ans, lorsque les glaces atteignaient la latitude de New York et couraient au sud des Grands Lacs. Et puis, la disparition des glaces est survenue au Nunavik, en plein milieu du Québec-Labrador, il y a environ 6 000 ans. 6 000 ans, c'est à peine un peu avant l'érection des premières pyramides d'Égypte. Alors, en fait, c'est avant-hier et c'est presque dans l'histoire. Alors, en guise de rappel, voici le mont Saint-Hilaire et derrière le mont Rougemont. Ce sont des monts dont les roches relèvent du Crétacé vers 124 millions d'années, dans une plaine dont le substrat rocheux remonte à l'Ordovicien vers 450 millions d'années. Alors, à droite, vous avez une carte qui localise, une map monde, qui localise Montréal sur un ancien continent qui s'appelle Laurentia, en l'honneur du Saint-Laurent. Et Montréal est donc situé au sud de l'équateur, dans une région intertropicale, presque équatoriale. Et puis, en bas, vous avez une coupe entre la plaque Laurentia et l'océan Iapetus, qui montre en vert 2 plaques qui se rejoignent et qui engendrent la chaîne taconienne, un ancêtre des Appalaches, et puis la plateforme du Saint-Laurent où se situe Montréal est assise entre les deux dans une mer relativement peu profonde.
Alors, ces monts-là, c'est constitué de roches magmatiques, c'est-à-dire de roches du cœur de la Terre en fusion, qui remontent comme ça, et elles sont plus jeunes que celles de la plaine, dont les roches calcaires sont sédimentaires, c'est-à-dire accumulées dans des océans très anciens, comme je vous l'ai dit plus tôt. Les monts dont les roches sont dures ont été dégagés par l'érosion, les dés calcaires plus tendres dans lesquels ils s'étaient introduits à l'occasion d'un point chaud, un hotspot. Et au départ, les monts étaient enfouis sous plusieurs kilomètres dans les calcaires, comme au Mont-Royal. Je remercie le docteur Bédard, dont j'ai simplement animé une des images. Le hotspot est en rouge. La surface actuelle avec le Mont-Royal, c'est la grosse ligne grasse. Et les roches les plus superficielles sous cette surface actuelle sont des calcaires ordoviciens. Au fond, complètement, vous avez les roches du bouclier canadien. Et en haut, il y a 125 millions d'années, eh bien, il y avait une surface ancienne d'âge crétacé qui portait des volcans à ce moment-là. Mais le Mont-Royal lui-même n'est pas un volcan. Il y a eu érosion et 2 kilomètres de roches sont disparus. Et voici la situation actuelle avec un hotspot refroidi figuré ici en brun. Alors, la plateforme actuelle résulte donc d'une longue érosion sous climat tropical, presque depuis 125 millions d'années, et les Laurentides et les Appalaches ont été dégagés d'une précédente érosion qui s'est accrue durant le tertiaire entre 65 et 2,5 millions d'années à peu près. Pardon? Millions. J'ai dit des milliards? Non, c'est un peu trop. C'est gentil de me reprendre, j'adore ça. En général, après 42 ans d'enseignement, les étudiants sont toujours trop silencieux. Et je leur disais pourtant de me crucifier si je faisais des erreurs, de faire quelque chose, un petit quelque chose, quoi. Et j'avais rarement des réactions. Alors, une déchirure du continent Laurentia est survenue au Crétacé. C'est un rift, comme le grand rift africain, un affaissement de la plateforme qui a protégé les roches de l'érosion. Alors, voilà Montréal au Crétacé. On est passé dans l'hémisphère nord à 2 époques, donc je peux pas. J'espère que vous pouvez lire les dates. Moi, j'aurais pu si j'avais un plus grand écran ici, mais non. Alors, c'est pas grave. L'océan Atlantique, lui, s'est ouvert depuis le Jurassique. Sur ce que vous avez là, au Jurassique, le continent africain et le futur continent américain étaient jointifs. On pouvait aller à pied de Montréal à Casablanca, si vous voulez, ou à l'équivalent actuel. Et puis, la dérive des continents a conduit à leur disposition actuelle sur le globe. Les glaciers dans tout ça, ben, à mon sens, ce sont de simples retouches, des retouches importantes, mais des simples retouches qui ont à peine caressé, parfois érodé les paysages, respectant les reliefs hérités du tertiaire. Si vous êtes sur le sommet du Mont-Royal et que vous regardez vers les Laurentides, eh bien, la planéité des reliefs, là, toutes les roches qui étaient au-dessus ont été érodées principalement au tertiaire, mais durant toute leur époque, depuis leur mise en place dans des océans. Ils ont toutefois déposé des débris variés et ce sont les dépôts sur lesquels nous vivons et dont on verra un petit fragment tout à l'heure. Alors, voilà pour le rappel. J'espère que Michel Lamotte, qui est présent quelque part, n'est pas trop... Il me dit que c'est bon. Merci, Michel. Alors, je vais reprendre l'animation ici, si je ne me trompe pas, juste pour vous dire que par rapport à la colonne de Michel, où j'aurais voulu souligner les extinctions et l'extinction
possible, en tout cas le début qui est dû aux activités humaines en surface. On va s'occuper surtout de cette partie-là, l'Holocène, avec un peu la fin du Pléistocène, avec, depuis la dernière déglaciation dans notre région, il y a environ 13 200 ans, le lac glaciaire à Candona, en bas à gauche, puis la mer de Champlain et le lac Alamsilis, et tout ça, c'est dans l'axe du Saint-Laurent, dans les basses terres du Saint-Laurent. Et l'amenuisement de la taille de ces plans d'eau jusqu'au fleuve Saint-Laurent, c'est dû au fait que les glaces ayant surchargé la croûte terrestre, elle s'est enfoncée et les océans, eux, ben, ils sont abaissés aussi de l'ordre de 120 mètres parce que cette eau-là, 120 mètres sur 70% du globe, hein, c'est la couverture des océans, était stockée sous forme de glace, des glaciers. Alors, quand les glaciers se sont retirés, ont fondu, eh bien, la Terre a réagi en se relevant, mais d'abord, c'est la fonte des eaux qui a inondé les basses terres avant que la Terre s'aperçoive que la glace n'était plus là et puis qu'il fallait ou qu'elle pouvait s'en aller. Alors voilà, c'est essentiellement ce qui s'est passé. On va, le programme du jour, donc, 15 minutes après le début, c'est les méthodes. On va essayer d'examiner un petit peu rapidement les méthodes ou comment reconstituer le passé, et puis les résultats des paléogéographies, c'est-à-dire des géographies anciennes de position des glaces, des terres, des lacs, etc., des végétations anciennes qui ont colonisé très rapidement les terres libérées des glaces, et aussi les climats anciens. C'est l'objectif du jour. Mais je ne peux pas céder à la tentation de vous montrer une carte de 2 montérégiennes et demie, c'est-à-dire le Mont-Royal avec la Maison de la Culture en rouge, là, sur l'île de Montréal, le Mont-Saint-Hilaire en bas, et puis, le Mont-Saint-Bruno, puis une partie du Mont-Saint-Hilaire en bas complètement à droite, et les cours d'eau naturels. Cette carte-là a été anciennement, vers 1930, pas vraiment ancien, Aristide Beaugrand-Champagne en avait fait un sketch d'après les informations dont il disposait. Et puis maintenant, eh bien, il y a Véronique Mao qui a produit une carte plus détaillée, plus précise, avec plus de données sur les positions des anciens cours d'eau. Alors, c'est une carte magnifique et j'espère en faire un immense tableau pour les murs blancs de mon salon. Ce serait évocateur. Mais notre mission, c'est remonter le temps. Et notre objectif, les paysages anciens. Alors, les paysages anciens, ben, en voici 4, dus aux aquarelles de François Girard. Il y a 13 000 ans au Mont-Royal, 10 000 ans au Mont-Saint-Hilaire, 9 500 ans à Sherrington, donc dans la région des jardins de Napierville, une grande région agricole et surtout horticole. Et il y a 7 500 ans au parc du Rapide de la Chine. Et François Girard a illustré ces paysages avec mes trouvailles qui sont fondées sur la science et non seulement sur l'imagination, mais dans lesquelles il y a une part d'imagination aussi. C'est ce qui me plaît dans mon métier. Je suis désolé, j'avais un meilleur contraste chez moi, mais à 13 000 ans au Mont-Royal, à gauche, on voit un peu les Adirondacks, et à droite, c'est les glaciers derrière Oka. Oka est sous ce plan d'eau, qui est une lagune qui occupait la cuvette du lac aux Castors, aujourd'hui au Mont-Royal. Et il y avait donc des bélicats, des baleines, des phoques et toute une végétation de toundra. Sous l'eau sera un jour le bassin décoratif du lac des Castors.
10 000 ans au Mont-Saint-Hilaire. Alors, c'est les sapins qui dominent et qui envahissent les montagnes. Dans les vallées près du mont Rougemont, du mont Yamaska, le plan d'eau qui était le lac Alamsilis à l'époque vient juste de se retirer. C'est très humide et il y a des marais, des marécages. 9500 ans à Sherrington, ben voilà, cet orignal broute et derrière lui, vous avez des formations, des futures terres noires dans les marais et marécages de Sherrington. Et puis, au rapide de la Chine, il y a 7500 ans, ben, on voit l'île des Sœurs à gauche et les Montérégiennes à l'horizon, avec le mont Saint-Bruno, le mont Saint-Hilaire et le mont Rougemont. Alors, on va essayer de remonter le temps. Alors, la meilleure méthode, évidemment, c'est la machine à remonter le temps. Imaginez, vous vous asseyez confortablement, même si vous êtes un peu handicapé locomoteur comme moi, hop, vous mettez vos caméras digitales en place, vous vous assurez que vous avez des batteries pour le temps que vous voulez passer et vous voyagez dans le temps. Eh bien, ça n'a pas encore été développé là, solidement. Alors, faute de mieux, il faut consulter des archives. Alors, vous avez ici un paysage avec une forêt variée en surface et puis un lac, un bourbier en sous-bois d'une forêt, une tourbière qui accumule la tourbe de bas en haut, en empilade, et puis des humus forestiers aussi, et puis surtout des lacs qui, eux, accumulent les sédiments aussi de bas en haut, mais en dessous du niveau de l'eau. Et les couches anciennes sont au fond, les couches récentes sont en surface, et on retire des carottes de sédiments, donc des couches stratigraphiques, et on les date par l'isotope 14 du carbone. Ensuite, il faut trouver des témoins. C'est bien d'avoir des archives, mais si il n'y a pas de témoins, ça sert à grand-chose. Et il faut les faire parler. On va essayer d'examiner un petit peu comment on fait ça. Alors, les témoins de la flore et de la végétation, c'est les grains de pollen et les spores. Ça a des formes variées. Vous voyez ici un grain de pollen de sapin, un de bouleau, un autre de graminée, un du hêtre à grande feuille, l'autre d'un noyer. Et vous voyez, la taille est différente, les ornementations et les formes sont différentes, et on examine ça au microscope. Je vous dirais qu'après 10 jours à 8-10 heures par jour d'apprentissage, on reconnaît 90-95% de ce qu'on trouve dans les sédiments de chez nous. Il y a aussi les macrorestes végétaux, alors des feuilles, des brins de racines, des rameaux, des graines, et ceux-là sont visibles à la loupe. On les identifie, les rels ou les vacciniums, les bleuets, une branchette d'aune, des feuilles de tuyard. Ici, je les ai laissées vertes, et en fait, on trouve souvent des feuilles avec encore la chlorophylle dans les sédiments, même après 5 000 ou 10 000 ans. Ça dépend des milieux de conservation. Et puis des graines, comme les graines du myrique baumier, un petit arbuste qu'on trouve autour des lacs quand on va à la pêche. Alors, avec le temps qui passe, ces restes-là s'accumulent dans les sédiments et il s'agit de sous-échantillonner les sédiments, d'extraire les restes, de les identifier et de les dénombrer. Alors, les grains de pollen, j'ai coutume de dire que c'est le vaisseau spatial des spermatozoïdes de fleurs. Les pollens vont se disperser loin, mais ils ne vont pas reproduire des individus. Il faut qu'ils rencontrent une femelle, que la femelle donne des graines, et les graines, elles, par l'air, par l'eau ou simplement en roulant, vont coloniser des espaces plus lointains. C'est avec ça que je suis tombé en amour à 18 ans. 5 ans avant de tomber en amour avec mon épouse, ce qui a duré 47 ans quand même. Bon, les parenthèses, je vous parlais des parenthèses. Il y a d'autres témoins de la vie et des conditions de vie. Par exemple, la nature même
des formes de terrain et de leurs dépôts sont témoins des paysages anciens. À gauche, vous avez un glacier sur un substrat rocheux et il y a une moraine de fond qui est due à la fragmentation des roches sous-jacentes au glacier. Et puis, vous avez différentes formes de terrain avec en jaune des dépôts surtout liés à l'eau, dont un, c'est un esquerre qui est le témoin d'un ancien cours d'eau torrentiel sous-jacent à la glace. Et puis, vous avez une moraine frontale en face. Ben, à un moment donné, la glace était à cet endroit-là et il y a eu un bourrelet de dépôts morainiques qui s'est formé en gris. Et puis là, le sketch montre un retrait à partir de cette position. Alors, les géomorphologues, les stratigraphes, les sédimentologues étudient ces dépôts-là. Et j'ajouterais aussi la géochimie isotopique comme un autre moyen d'étudier les conditions de vie anciennes. À droite, vous avez une carte que l'on doit à mon collègue Pierre Gangloff. Et essentiellement, en rose, vous avez le bouclier canadien. C'est dans la région de Huberdeau, je crois. Et en jaune, vous avez des dépôts fluviatiles avec en bleu la rivière qui passe, la rivière Rouge qui passe là-dedans, et des anciens niveaux plus élevés de la rivière Rouge qui a coupé et entaillé ces dépôts pour donner des lignes de terrasse. L'arc en rouge en haut, c'est la moraine de Saint-Narcisse, qui est une position glaciaire ancienne à l'époque du Drias récent, sur lequel nous reviendrons un petit peu. Alors, d'autres témoins de nature biologique. Alors, il y a les diatomées, sont des petites algues qu'on trouve dans les eaux, en fait, dans les tourbières aussi. Il y a les moucherons. Les moucherons, si vous êtes allé à la pêche ou au bord d'un cours d'eau le soir, là, au parc des Rapides de la Chine, c'est ce genre de petites mouches silencieuses qui vous agacent, mais qui ne piquent pas. Les moucherons. Alors, ces moucherons-là, imaginez-vous donc qu'ils ont 13 stades larvaires, comme ça ici. Et la plupart de la larve est pourrie, parce que c'est organique, mais la partie chitineuse, il y a la tête, est une capsule que l'on peut identifier parce que la partie chitineuse, vous voyez, elle varie selon les espèces. Et ça nous donne la température de l'eau du lac au mois d'août ou durant l'été, il y a 10 000 ans, il y a 5 000 ans, enfin dans le passé. Alors, les moucherons sont donc précieux, puis il y a des gens qui identifient ça, comme moi, j'identifie le pollen. Il y a la tordeuse des bourgeons de l'épinette, bien connue pour ses ravages sur le sapin. Et voici la chenille. Et voici le papillon. Et on reconstitue, grâce au reste de tordeuses des bourgeons de l'épinette, à leur caca, leurs fesses, ou aussi à leur capsule céphalique, on peut reconstituer les périodes où il y avait plus de tordeuses. Quand il y a plus de tordeuses, il y en a plus qui meurent aussi au-dessus d'un lac ou sur une couche de tourbière. Et donc, on peut reconstituer les épidémies d'insectes. Mais ce qui est formidable, depuis 2 ans, des collègues de Chicoutimi, vous voyez, ça, ce sont des écailles sur les ailes des papillons. Il y en a des centaines et des milliers par papillon. Il y en a donc des milliards de milias par épidémie d'insectes. Et on peut identifier la tordeuse des bourgeons de l'épinette et d'autres papillons par les écailles qui, elles, se conservent. Tout le reste pourri dans les sédiments, mais elles se conservent. Alors, c'est un autre témoin de nature biologique. Et puis, il y a les charbons de bois. Quand il y a des feux de forêt, bien, il y a des microparticules de charbon de bois qui s'envolent un peu partout, qui tombent sur les surfaces des tourbières ou des lacs.
et on peut les dénombrer et reconstituer les feux. On peut aussi analyser les charbons de bois qui se conservent longtemps dans les sols, même après des chablis, quand tout est bouleversé. On peut les identifier par par la morphologie du bois et on peut, parce qu'ils sont assez gros, les dater individuellement. Alors, on a des courbes de l'intensité des feux de forêt dans le temps. Alors, voilà les indices, les témoins. Et évidemment, il faut les faire parler chacun à leur manière, selon leurs possibilités. Il faut apprendre leur langue. Et voilà. Les fondements de l'analyse pollinique, pour revenir à la méthode principale, c'est que le pollen est produit en grande quantité par les plantes chaque année pour aller fertiliser les ovules et faire des graines pour se reproduire. Et le plus souvent, c'est largement dispersé par le vent, au moins pour ce qui est de nos arbres. Le long du petit étang, là, en jaune, évidemment, c'est le pollen d'un certain printemps. Et le vent pousse le pollen sur les bords et ça fait des espèces de plages de pollen, si vous voulez. Mais en fait, le pollen flotte sur l'eau et il va être redistribué ensuite dans l'étang ou dans le lac plus tard. C'est bien beau d'avoir du pollen, mais il faut le retrouver. Alors, il faut qu'il se conserve indéfiniment. Alors, quand les lacs et les couches de tourbe sont suffisamment acides et privés d'oxygène, alors les pollens se conservent grâce à la résistance de l'exine, c'est-à-dire la résistance de sa coque protectrice. Et puis, on peut les identifier. Alors, c'est le troisième point fondamental qu'il faut avoir, grâce à la variété des formes. Alors ici, vous avez un exemple d'un grain de pollen d'épinette noire. C'est un corps du grain avec deux boursouflures, deux ballonnets. Et vous voyez qu'il est bien différent du pain gris juste à côté, qui lui est beaucoup plus petit avec des plus petits ballonnets. Et de manière intermédiaire, vous avez le pain blanc à droite de la figure, qui lui peut se distinguer des autres parce qu'entre les deux ballonnets, il y a une zone mince, germinale, qui a des espèces de verrues plates à la surface. Alors, bon, il y a des centaines de caractères. Et puis, il y a un grain de pollen de bouleau, c'est le petit machin tout rabougri, là, en bas. Et il n'est pas vraiment joli, mais on peut les identifier même quand ils sont pliés ou érodés. Aujourd'hui, j'ai des jeunes collègues à l'Université de Montréal qui utilisent l'intelligence artificielle pour reconnaître les formes. C'est en cours. J'aimerais bien être sur le jury de maîtrise de cet étudiant-là, parce que quand on examine des pollens au microscope, c'est un peu comme si on était dans un hélicoptère, puis on fait des lignes comme ça sur des lames microscopiques, puis on identifie 1, 2, 3, 4, 5 épinettes, 6 sapins, etc., le plus vite qu'on peut. Les meilleurs techniciens faisaient 3 lames par jour, 3 niveaux stratigraphiques par jour. Mais on est constamment avec le microscope en train de rentrer dans les grains, sortir des grains pour voir sa structure interne. Alors, je ne sais pas si l'intelligence artificielle prend juste des photos de forme de contour ou à chaque grain fait le travail que nous, on fait parce qu'on est humain et qu'on veut voir la forme en 3 dimensions. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ils vont perdre beaucoup d'informations, mais pour les masses polliniques, les grains de pollen des plantes les plus abondantes, ça va pouvoir produire des données beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus de niveaux, beaucoup plus de détails. Bon, c'est une parenthèse que je n'avais pas prévu de faire, mais je ne pouvais pas, en cette saison d'intelligence artificielle qui menace même notre vie privée, vous dire que ça s'applique aussi à l'analyse pollinique. Alors, on est passé donc du terrain en haut, prélèvement sur la glace ou sur une tourbière qui est ici un car, c'est-à-dire un marécage arboré, tourbeux.
Au laboratoire, on prend les échantillons, puis on identifie les pollens. Et voilà ce que ça donne. On a le paysage de tout à l'heure, avec une étoile rouge qui est localisée sur la carte juste au nord de Québec et qui localise la tourbière de la vallée du ruisseau Jonca à la forêt Montmorency. Alors, voilà ce qu'a l'air un diagramme très résumé, là, un diagramme pollinique très résumé. Les profondeurs ici ne sont pas données, mais vous avez l'équivalent, c'est-à-dire un âge en milliers d'années, qui va de 12 500 ans jusqu'à l'actuel, avec à la base, à la toute base, sous la colonne des bouleaux, vous avez un maximum pollinique là, de grains de pollen de bouleaux, et ensuite, vous avez un maximum pollinique des pollens des herbes, vous avez des saules entre les herbes et les bouleaux, et puis ensuite, vous avez le pollen des épinettes qui s'installe, puis ensuite celui du sapin, puis ensuite, vous avez des courbes en gris qui ont été figurées en gris. Ces données-là existent dans les sédiments, mais l'interprétation fait que ces plantes sont absentes de la forêt Montmorency actuellement. Elles l'ont toujours été dans le passé. Ce sont des apports polliniques lointains. Et j'aurais dû mettre la base, le petit maximum vers 12 500 ans, enfin le gros maximum, les 40 de pollen de bouleau, j'aurais dû les mettre en gris aussi parce que c'est du pollen apporté de loin par le vent. Alors, ceci, c'est dans la catégorie « faire parler les témoins ». C'est souvent compliqué. Et là, je vais vous demander de vous fier à moi parce que je vais vous donner seulement les conclusions. Alors, une des conclusions ici, c'est que, voilà, les sédiments d'abord, on va revenir. Oups. Comment revenir comme ça? Voilà. Si je reviens d'abord, on a un lac qui s'est transformé en marais, puis ensuite en tourbière. Et pendant ce temps-là, eh bien, il y a eu cette séquence de végétation avec un désert périglaciaire. Il n'y a presque pas de plantes au départ. Et comme il n'y a presque pas de plantes, bien, le pollen qui vient de loin, lui, il est représenté, mais par défaut, il fait un gros pourcentage, mais voilà. Et puis ensuite, la toundra. Puis ensuite, une toundra herbeuse d'abord, puis ensuite une toundra arbustive, suivie d'une courte période de paissière ou de forêt d'épinettes, suivie ensuite par une sapinière à bouleau blanc qui est là depuis 9500 ans environ. Alors, on va examiner plus en détail sur un autre site les infos d'un diagramme pollinique. C'est une représentation factuelle des identifications et des mesures du temps. Alors, la première colonne, c'est la profondeur. Et vous voyez, l'échelle, ce n'est pas la même distance entre tous les mètres, entre 100 et 200, 300 et 400. C'est parce que les datations carbone 14 nous ont montré que les sédiments ne s'étaient pas accumulés au même rythme dans le temps. Alors, pour connaître la tendance, l'évolution dans le temps, eh bien, on utilise les âges en années before present, BP, ou avant l'actuel. Et là, vous avez une échelle verticale temporelle uniforme avec la même distance dans l'échelle entre tous les millénaires. Et puis, vous avez cette succession de données. Alors, c'est un diagramme très simplifié. La version complète, c'est ça, avec les noms latins en plus, maman. Et puis, au fil du temps, les retombées s'accumulent avec les sédiments. Et à chaque niveau sédimentaire analysé, on calcule un spectre pollinique, c'est-à-dire le pourcentage de représentation chacune des espèces. Et puis, dans le temps, verticalement, pour un taxon donné, comme le pin blanc, bien, on a une courbe pollinique. Et c'est là que c'est important d'avoir un temps qui s'écoule de manière uniforme et non une représentation selon la profondeur, où il y a des horizons qui sont accumulés plus lentement, d'autres plus rapidement, etc. Alors, maintenant, l'objectif, c'est la végétation. Et comme je vous ai montré pour la forêt Montmorency, vous avez ici des assemblages polliniques, des séries de spectres
des séries de spectres pour chaque type de végétation. À la base, SP, c'est pour spectre pollinique, de la toundra, T, la paissière à cladine ou à lichen, C, PC en bleu, sapinière à rouleau blanc en vert et l'érablière à tilleul en orangé. Alors, à chaque végétation, son spectre et son climat. Vous avez ici une carte de végétation du Québec-Labrador avec la barre, c'est pour moyenne. Alors, vous avez plein de surfaces de lacs ou de tourbières. On analyse juste la surface, on regarde qu'est-ce qui tombe aujourd'hui comme pollen et on appelle ça le spectre pollinique actuel moyen de la toundra forestière, de la paissière à cladine ou paissière à lichen, la paissière à mousse ou paissière fermée, ensuite sapinière à bouleau blanc, les autres, jusqu'à la sapinière à tilleul au sud. Alors voilà la même carte éclatée. Et vous voyez que on voyait déjà que c'est le bleu qui domine. Ça n'a rien à voir avec les partis politiques, là, c'est une couleur froide qui reflète l'épinette noire. Et puis, vous avez le vert pour les domaines de végétation dominés justement par le sapin gommier. Et puis, en couleur chaude, orangé, rouge, les domaines de l'érablière à bouleau jaune, à tilleul et à carrier. Alors, voilà des paysages tirés de ces coins-là. Et puis, si on fait un diagramme de température et de précipitation, les endroits où c'est le plus sec et où il y a moins de précipitations et c'est le plus froid, c'est évidemment dans la toundra. Vous avez comme ça un enchaînement de climats qui correspondent à la végétation de la carte. Ouf! Peut-être des résultats présentés via les secrets du lac au Castor. C'est l'archive naturelle la plus proche du plateau. Et j'ai revisé un exposé que j'avais donné en mai 2009 pour les Amis de la montagne et dans le cadre des belles soirées de l'Université de Montréal. Alors voilà le supposé lac au Castor au parc du Mont-Royal avec des photos qui viennent de là, d'où indiquent les flèches. Une en 1936, la maison Smith en 1899, le chemin de la maison Smith, puis notre vedette, c'est le fameux Castor. Et aujourd'hui, c'est un bassin décoratif. Petite pensée pour le Beaver Club, qui était un club social dans les années 1785 à 1927, et encore pour le restaurant qui, hélas, n'existe plus. J'aurais bien aimé aller prendre un repas chez eux, mais apparemment, ils ont fermé en 2016, à moins une indication contraire. Le Mont-Royal, que les Mohawks appellent le Ononta. La maison de la culture est là, des petits bateaux dans l'eau sur un port de Montréal qui n'a rien à voir avec le port actuel. Les abords du Mont-Royal qui sont encore grandement agricoles, avec des coupes forestières un petit peu partout. Ça ne peut pas être toutes des pistes de ski, ça, jamais je croirais. Et ouais, je ne pense pas. Et puis, on va passer en revue ce qui a été préparé par M. James Duncan. Non, ça, c'est une peinture de James Duncan vers 1854 et qui montre des vues du Mont-Royal. On connaît bien le Mont-Saint-Bruno, puis un peu le Mont-Saint-Hilaire à côté. Alors, des vues depuis le Mont-Royal, mais les Amis de la montagne ont préparé une série que je vous passe rapidement. On recule dans le temps, donc 1890. On connaît l'île Sainte-Hélène. Et puis, le Mont-Saint-Bruno, là, dans les nuages. Nuages ou fumée. 1852. 1832. Et puis, 1784.
beaucoup de champs et Ville-Marie est vraiment pas très grand. Et puis ensuite, ben, des reconstitutions vers l'époque d'arrivée des colons européens accueillis par les Amérindiens d'époque, puis 1400 avant nos jours. Et puis, quelque chose qui ressemble à ce que je vous ai montré, mais c'est il y a 13 000 ans, vue du Mont-Royal. Des icebergs et des baleines. Des icebergs, 10 de la glace est au-dessus, c'est celle qu'on voit, puis 90 est en dessous. Ce qui fait que les icebergs, si le niveau de la mer de Champlain, à l'époque, est suffisamment bas, enfin, suffisamment faible, eh bien, ces icebergs-là, leur quille, leur fond, poussé par le vent et les courants, va labourer les argiles, les dépôts de la mer de Champlain. Et on trouve des sillons d'icebergs comme ça dans la région de Sherrington, justement, ou de Huntingdon. Alors, on sait, on devinait qu'il y avait des icebergs dans la mer de Champlain, puisque les glaces ont fondu dans la mer pendant un certain temps, mais on a d'autres preuves par les sillons d'icebergs. La suite de l'exposé, le lac de Castor au Mont-Royal. On va regarder l'apport du professeur Elson et examiner la question des castors au Mont-Royal. On va reconstituer la végétation. On va examiner la référence montérégienne, c'est-à-dire les dépôts du lac Hertel au Mont-Saint-Hilaire, et on va comparer ça avec le Mont-Royal. C'est donc la suite de l'exposé. J'aime bien les images anciennes, j'imagine que vous aussi, membres ou amis de la Société d'histoire. Alors voilà, le parc du Mont-Royal vers 1931. Le Mont-Royal comme tel est peu développé. On voit ce qui sera la montée Camillien-Houd et tout ça. Et puis des dépressions où se situent les sédiments, le bassin décoratif. Ça, c'est le bassin tel que proposé par Frédéric Todd, avec une île au milieu, et il l'appelle déjà Beaver Lake. Ah, ce que je vais vous raconter plus tard, la découverte des bois rongés par le castor, s'est faite en 1837. Alors, mais il devait y avoir quand même des gens, comme le propriétaire du terrain, M. Smith, ou ses ancêtres ou ses successeurs, qui ont vu dans la vallée, là, qui est dans le petit bassin qui est occupé par le lac des Castors, ils ont vu des restes de bois rongés, puis on dit qu'il y a dû y avoir des castors ici dans l'ancien temps. Il y en avait peut-être même près d'un ruisseau à cette époque-là. Quoi qu'il en soit, l'évolution des boisés sur le Mont-Royal, ici, entre 1931 et l'an 2002, en passant par 1983 et 1964, eh bien, on voit que la vue de 1964 nous livre des forêts très, très plus abondantes par rapport à celles de 1931. Et ça, c'est à cause des coupes de moralité, des coupes dites de moralité. Dans les années 50, les bons curés, là, probablement qu'en confession dans le coin, ils devaient avoir souvent à la question « Où est-ce que vous avez fait ça? » avec votre blonde. Eh bien, ça devait être dans les boisés du Mont-Royal, mon père. Je vous bénis, je vous accloue, bang, au suivant. Mais ils ont insisté pour que les bois soient assainis, laisser très peu d'arbres, couper le plus de forêt possible. Et ensuite, ça s'est régénéré en 1983 jusqu'à 2002. C'était un point tel qu'on appelait le Mont-Royal le Mont-Chauve. Ah oui, j'espère que je vais quand même pouvoir faire tout mon exposé, mais je ne peux pas résister à vous raconter des histoires, comme le capitaine Bonhomme. Comparaison du secteur du lac au Castor entre 1931 et 2002, retenons que le bassin décoratif de 2002, depuis 1937, est localisé au pied d'une glissade qui n'existe plus aujourd'hui et dans un terrain qui était vague.
une parcelle défrichée, jadis agricole, une surface très modifiée. On le voit par les tonalités de gris qui sont variables et ça nous donne une idée d'un drainage inégal. Il n'y a aucun étang ni marais à cette époque-là et absence d'humus naturel. Alors, les horizons naturels devaient avoir été éliminés puisqu'on en a fait, on a défriché, donc on a coupé soit la forêt, soit les arbustes et on a mis ça en culture à un moment donné. Donc, il y a une absence d'humus naturel et les carottes qu'on a obtenues, enfin, d'autres ont obtenu, ben, ils sont tronqués en surface. Donc, on n'a pas toute la séquence. Ça, c'est une photo, oui, de Conrad Poirier en 1938. Donc, la deuxième année des travaux, on reconnaît les contours du bassin naturel. C'est le pavillon actuel du lac Laucastor. Vous voyez, il fit très bien, il était situé là. En octobre 1937, donc un an avant la photo, ben, il y avait du beau monde au Mont-Royal. Cette photo est parue dans la presse le 28 octobre et c'est un groupe d'officiels qui examinent les excavations au lac des Castors avec un bonhomme qui tient un gros bois rongé par les castors. Vous voyez dans cette... puis ça, c'est ce qui reste seulement, là, ils vont enlever quasiment tout. La partie basale contient beaucoup de taches blanches qui sont autant de morceaux de bois, donc ils sont dans le coin des castors. D'ailleurs, on va voir une carte par le professeur Elson. Alors, tout ce beau monde, il y a d'abord Victor Morin, notaire, président de Société d'archéologie et de numismatique, puis pionnier dans la promotion du patrimoine historique du Vieux-Montréal. Il y a aussi William Lighthall, avocat, écrivain et archéologue amateur. William Ross Bullock, courtier d'assurance, député de l'Union nationale de Westmount. Donc, du bon côté, du côté de Duplessis. William Tremblay, ministre du Travail et du Secours aux chômeurs, originaire de Chicoutimi. Gilbert Layton, ministre du Conseil sous Duplessis, a demandé le droit de vote pour les femmes, ce qui fut rejeté par l'Assemblée. A démissionné sur un point de principe touchant la conscription. Je n'ai pas retrouvé, peut-être qu'il était pour, puis que les autres, je ne sais pas. En tout cas, c'est surtout le grand-père de Jack, de douce mémoire. Enfin, de mon point de vue. La vague orange, j'y ai participé pour un vote. Léo McKenna, échevin. Alors, il y a la rue McKenna actuellement, puis il avait des serres et des vergers sur le flanc montérégien, sur le flanc de la montagne, de la côte des Neiges. Monsieur Atherton, premier professeur de littérature anglaise à l'Université de Montréal. Et notre fameux Aristide Beaugrand-Champagne, l'auteur de la carte du début, architecte, arpenteur, géomètre, archéologue, indianologue. C'est à lui qu'on doit le chalet du Mont-Royal. Il a travaillé sur le site iroquoien de la Noret. Et puis finalement, George Layton, sans doute un frère de Gilbert Layton et oncle du regretté Jack, tous chaussés de brillants souliers, sauf George. Alors, c'était la parenthèse historique, mais voici la carte que John Elson, un quaternariste respecté, un des pionniers dans l'étude du quaternaire au Québec, surtout pour la mer de Champlain. Alors, il a cartographié une cuvette tourbeuse dans laquelle se trouve le lac de Castor aujourd'hui, ou le bassin décoratif. Il a aussi cartographié des dépôts meubles en jaune et la photo qu'on vient de voir, elle a été sans doute prise là où indique la flèche, l'astérisque, c'est-à-dire près de l'exutoire. Et le Y, là, le tireté rouge, hein, ce sont les chemins
parcourus par les camions pour dégager la tourbe, les tranchées d'extraction et de camionnage. Alors, la localisation des prélèvements que je vais vous montrer bientôt, c'est faite à l'endroit du M. Alors, le site, un bassin versant réduit, c'est pas très grand par rapport à la taille du bassin récepteur, c'est-à-dire la zone tourbeuse. Une cuvette protégée, il y a eu des apports inorganiques quand il n'y avait pas encore de végétation et des apports organiques quand il y a eu de la végétation. On a identifié en jaune des cordons littoraux, des coquillages marins, la limite marine à 174 mètres. La date obtenue près du site fossile de Layson était de l'ordre de remontait à 13 000 ans. Vous voyez, vous avez une date carbone 14 de 11 490 plus ou moins 110. Ça, c'est la mesure carbone 14 before present. Puis before present, c'est avant 1950. C'est des conventions. Le problème avec ça, c'est que durant les millénaires, 1000 ans carbone 14, un après l'autre, ça n'a pas la même durée dans le temps. Il y en a que c'est 1200 ans, d'autres 950, etc. Donc, il faut étalonner ça. Alors, en données étalonnées, ça donne 13 000 ans avant l'actuel. Alors, il y a eu des milieux de dépôt, la lagune qu'on imagine au début, puis un étang, des marais, des marécages, et sont venus les castors. Et le barrage des castors devait couvrir la partie juste au-dessus du ruisseau. Alors, on a un profil sédimentaire échantillonné en 1937, en localisation marginale ou distale par rapport au bassin, mais montrant une stratigraphie normale. Alors, voilà le profil sédimentaire sur la photo de Conrad Poirier. C'est M. Cleghorn et Clark, le 29 octobre, qui ont ramassé ça. J'ai pris une photo en 2013 et ça correspond à peu près à ce qu'il y a sur la photo de M. Conrad Poirier. Alors, on se reconnaît. La carotte a été stockée au musée Redpath de 1937 à 1980 avant d'être étudiée par le professeur Elson. Ça a été pris, la carotte ou le profil, dans 6 boîtes d'à peu près 60 cm de longueur. Et ce profil sédimentaire étudié par Elson a été perdu entre l'étude d'Elson 1980 et retrouvé en 2009 à l'occasion d'une histoire trop longue pour que je vous la raconte, mais c'est phénoménal. Bref, la photo que vous voyez, février 2009, c'est sur mon bureau. Et actuellement, elle est dans ma salle à dîner, la carotte complète, tous les échantillons. Parce que je croyais y travailler, moi, après la retraite. Un jeune homme à retraite, 65 ans, 2011. On va avoir le temps de regarder. Je n'ai jamais été plus occupé que depuis ma retraite. Alors, la boîte est restée là, mais il va falloir qu'elle aille retourner au musée. Mais surtout, ce que j'aimerais, c'est que quelqu'un reprenne les échantillons de M. Elson. Quoi qu'il en soit, vous voyez les étiquettes en métal et tout et tout. Alors, la part du professeur Elson, il a appliqué les méthodes de stratigraphie, donc, de bas en haut, type de sédiment, la matière organique, est-ce qu'il y a un peu plus de sable, un peu moins de sable. Puis, au point de vue paléontologique, il a reconnu des coquillages, des débris végétaux, du pollen et des spores, des diatomées, et il a fait l'identification de tout ça. Alors, c'est presque illisible là, ce qu'il y a à gauche, mais ce n'est pas grave. Sachez qu'à la base, c'est des sédiments sableux. Ensuite, vous avez des couches brunes et vertes. C'est de la tourbe de marais. Puis ensuite, des dépôts d'étang en bleu qui sont, on appelle de la gythia, c'est de la boue organique. Puis ensuite, vers 107 cm, donc, on a un retour à de la tourbe et à des dépôts tourbeux. Alors, les carottes, attention, ça part. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est comme ça, de haut en bas.
Alors, les résultats, ben, c'est qu'il a obtenu des séquences d'organismes marins, puis ensuite d'eau douce, des plantes locales, puis des apports de pollen de la végétation autour, mais aussi des apports plus lointains. Il a reconnu 4 types de milieux de dépôt. Un marin tidal, c'est-à-dire un marin à la hauteur des changements des marées. Donc, il y a des remaniements, c'est à la base. Le lentique d'étang, lentique, c'est les dépôts de lacs, mais ce n'est pas des lacs très profonds, des étangs. À cet endroit-là, c'est un étang. Le palustre tourbeux, ça veut dire les bords de lac ou les marais, les dépôts de marais. Et ensuite, un marécage, c'est-à-dire une colonisation du marais par des arbustes et des arbres, et qui accumule quand même de la tourbe dans le temps. Et puis, il a eu 2 dates carbone 14. Alors, stratigraphie et paléogéographie. Je suis désolé pour le mauvais affichage, là, c'est que moi, j'utilise Macintosh et puis ça, c'est un simple PC. Puis, il est handicapé. Il est handicapé, il aurait fallu que je l'étire tout en cas. Bref. On parlait de paysage. Alors là, je veux simplement aux étoiles, ici, on a 11 000 ans étalonnés avant l'actuel, mais ça se situe à peu près à 340 cm dans la colonne stratigraphique des géologues de l'époque, étudiée par Elson. Puis ensuite, 9600 à 260 cm, 9600 avant l'actuel. Et puis, on a un autre paysage, celui du lac Alamsilis à l'altitude de 15 mètres au lieu de 30. Eh bien, c'est à peu près à 190 cm. Et puis ensuite, l'hydrographie moderne, quand Saint-Laurent prend à peu près son lit, parce que la Terre s'est relevée suffisamment, le glacier est suffisamment loin, là, il est disparu. Alors, la croûte terrestre reprend sa position. Et voilà la séquence jusqu'à la surface, mais la surface, on sait par la palynologie, la stratigraphie des pollens, comme on va voir plus tard, que les dépôts s'arrêtent, les dépôts qui restaient, qu'on pouvait échantillonner, s'arrêtent à peu près à 5000 ans. Donc, le dernier mètre, ça va de 8004 à 5000 ans avant l'actuel. Alors, des castors au Mont-Royal jadis, mais quand au juste? Ah. Alors, durant les travaux de rénovation, on a reconstitué par nos propres travaux, à l'aide d'une petite carotte des sédiments qui restaient sur le bord du lac, là. Une petite relique non grattée en 1937. Alors, on a pris 60 cm de sédiments dans une boîte et puis on les a étudiés. Et ailleurs, partout, il y avait des bulldozés parce que dans les journaux de 2012, c'est par le journal que j'ai appris qu'il récurait le lac au castor. Et dans les raisons qu'il donnait, c'était qu'il s'était accumulé des sédiments, de la pollution, là. Je ne sacrerai pas parce qu'il faut être poli. Mais ce qui restait dans le fond du lac, c'était ce qui n'avait pas été gratté, si vous voulez, donc des témoins, des archives témoins des premiers moments de ce lac-là. Alors, avec ma femme, je dis, on va aller voir ça, ce qui se passe. Et puis, comme de juste, j'ai vu des gros tas de terre, là, les bulldozers se promenaient là-dedans. Il y avait plein de coquillages, qui étaient des coquillages de la mer de Champlain. Et puis, il y avait plein de bois, dont plusieurs étaient rongés par les castors, comme celui que vous voyez en haut à droite. Et il y en avait un paquet comme ça, mais l'archéologue qui surveillait les travaux, parce qu'il faut toujours des archéologues pour surveiller les travaux normalement pour ne pas perdre quelque chose d'un point de vue archéologique. J'ai dit, est-ce que tu les as fait dater? Il dit non. Il dit, ils ne sont pas en place. Ça, c'est un principe. Quand on fait dater quelque chose, il faut savoir d'où il vient. Ils sont en place. Mais en l'occurrence, ils étaient rongés par les castors de l'époque. Alors, j'ai décidé d'en faire dater 10. Ça, c'est les données. Et puis, ça, c'est les résultats. En fait, j'en ai daté 9, excusez-moi. Et qui ont montré des occupations répétées par les castors
Puisque c'est des bois, on voit les traces des dents. C'est des bois rongés par les castors. Alors, les dates vont de 11 000 à 9 600 ans avant l'actuel. Et les premiers bois rongés qu'on a trouvés, les plus vieux, c'est de l'érable rouge, puis ensuite du trempe. Puis ensuite, on a trouvé des bois de bouleau blanc, puis encore des bois de trempe. Alors, un autre résultat de nos travaux, c'est la chronologie. Sur la petite carotte Castor 2, la colonne, c'est des changements stratigraphiques, là, avec les noms latins des types de sédiments. On a de l'argile à la base, des détritus tout petits, entre 40 et 45. Ensuite, une couche de marne, une boue calcaire. Puis ensuite, depuis 30 cm jusqu'au sommet, c'était des gros détritus, détritus crassus. Et on a fait dater un certain nombre d'échantillons et ça nous donne en tout 1700 ans d'histoire. On a rejeté la date en rouge parce qu'elle ne concordait pas. Alors, c'est des choses qui arrivent, ça, on a toujours des outliers, là, des trucs bizarres. Et à la base, on a fait dater un coquillage qui nous donnait, c'est la date en rose en bas à gauche, quelque chose autour de 12 700 ans avant l'actuel. Alors, vous voyez, la courbe est très lente, l'accumulation est très lente, puis ensuite, elle devient plus importante. Il se trouve que la partie lente se situe à une époque où il y avait un coup de froid durant le Drias récent, entre 12 009 et 11 400 ans avant l'actuel. Alors, c'est probablement pour ça que dans le lac, il y avait peu de choses qui s'accumulaient parce que le climat était trop froid, comme actuellement dans la toundra. Donc, 1700 ans d'histoire, des types de sédiments très différents dans 60 cm, c'est juste ça, là. C'est formidable. Enfin, moi, je ne capote encore là-dessus, imaginez. Alors, les résultats paléobotaniques, on a analysé les macrorestes. Alors, ça, c'est le cas d'un diagramme où il ne faut pas essayer de lire ça. En fait, si vous voulez le lire, vous avez simplement à m'écrire. Je vais vous envoyer la présentation parce que je ne pense pas que la prise de... Et vous allez pouvoir zoomer, là, tout est très lisible. La ligne rouge, dans la carotte donc étudiée par Elson, sépare une zone où il n'y a pas d'arbres puis une zone où il y a des macro-restes d'arbres. On trouve toutes sortes de pièces, de mélèzes, d'épinettes, de bouleaux, 13 pièces d'arbustes, de toutes les espèces, les colonnes que vous voyez, des herbes, même une vertèbre de poisson. Et à la base, on a Dryas integrifolia et Salix herbacea, le saule herbacé puis le dryade à feuilles entières. Voici le Dryas, c'est une plante arctique ou qu'on retrouve sur les sommets de Gaspésie. Et puis, Salix herbacea, c'est le plus petit saule qui existe aussi en Gaspésie, sur les hauts sommets dans la toundra. Les feuilles de ce saule-là qui court sur le sol et qui est protégé l'hiver par la neige, même s'il y en a peu, eh bien, les feuilles les plus grosses sont comme l'ongle du pouce peut-être, y compris les pouces de ces dames aux mains fines. C'est très petit. Et on a fait aussi le pollen. Alors, évidemment, c'est la même interprétation, c'est le même... c'est la même carotte. Voyons donc, toi. C'est la même carotte que pour les restes botaniques. Alors, à la base, pas d'arbres. Ensuite, des restes d'arbres. Et donc, on a une toundra, puis une forêt mixte avec différentes espèces représentées. On a trouvé du pollen de Dryas aussi, mais on a trouvé du pollen de Polygonum viviparum, le sarrasin arctique, si vous voulez. Un Inuit m'a montré, pendant que j'essayais d'identifier ça là, à Courtnac, un Inuit est venu me voir pour me demander pourquoi j'étais toujours à terre en train de bourrouter. Je ne comprenais rien, lui, là-dedans. Lui, il chassait le phoque. Mais je lui montrais les plantes que j'avais, puis les livres, puis j'identifiais ça. Et puis lui, il a pris du Polygonum viviparum, comme ça, il a frotté dans ses mains. Il y avait à la racine un beau rhizome, il a croqué ça, puis il m'a souri.
Alors, j'ai fait la même chose, j'ai croqué ça et je lui ai souri parce que ça goûtait une noix, ça goûtait la noisette, c'est délicieux. Bref, parenthèse, quand tu nous tiens. Et donc, ici, grâce au pollen, on peut identifier une espèce de plus qui n'existait pas avec les macro-restes, par hasard. Mais ce que vous ne comprendrez peut-être pas, c'est que vous ne compreniez pas avant que je clique, c'est qu'il y a plein de pollen d'arbres dans la zone de toundra. Autant, ben là, c'est chaque niveau analysé, tout n'a pas été analysé, mais autant qu'en forêt. Mais ce pollen d'arbre-là, en pourcentage, il est important, mais il vient d'ailleurs. Il y a une toundra, comme actuellement dans la toundra. Dans la toundra actuelle, on trouve du pollen de carrier, on trouve du pollen de toutes sortes d'arbres, en très, très petite quantité. Et comme la végétation de toundra produit peu de pollen, ben, ça fait une grosse proportion. Alors voilà, il faut interpréter. Et voilà ce que je donne aux étudiants là, quand je leur parle de palynologie, un nouveau hashtag « Interpretation Matters ». La représentation d'un objet n'est pas l'objet, comme le disait Magritte avec sa fameuse peinture « Ceci n'est pas une pipe ». Il peint une pipe, puis il marque en bas « Ceci n'est pas une pipe ». Il y a tout un courant de pensée derrière ça, ça a bien du bon sens. Alors moi, ben, je plaide pour la même chose, mais pour le pollen, la représentation pollinique de la végétation, ben, ce n'est pas la végétation. Il faut se servir de sa tête. Interpretation matters. Mais c'est ça, on se tue, hein, c'est dur à comprendre pour eux autres. Résultat ultime de nos travaux, les milieux. Alors, vous avez une lagune champlainienne, un étang plus profond, un étang moins profond. La Marne se dépose, donc il y a un climat plus sec, évaporatif. Ensuite, un entourbement de la rive, marais-marécage, entourbement de la rive. Vous avez les deux périodes, là, le Drias 3, fin du Pléistocène, puis l'Holocène. 1700 ans d'histoire dans 60 cm. Une flore arctique suivie d'une flore boréale, et les castors arrivent vers 11 000 ans. Alors, le diagramme d'Elson, même simplifié, c'est un diagramme en latin. C'est un diagramme qui correspond aux âges de 13 000 ans à 5 000 ans, en année étalonnée, dans des paysages, un diagramme des sédiments qui sont accumulés durant une période où les paysages ont beaucoup changé, avec la mer de Champlain vers 12 008, et puis un lac à Lampe-Silice, enfin déjà disparu, mais un archipel de Montréal reconnaissable. Le cercle, c'est la Maison de la Culture, bien sûr, ou le Mont-Royal. Et quelle fut la végétation au juste? Ben, on va consulter un diagramme montérégien non tronqué cette fois. Peut-être y voir plus clair. La référence montérégienne actuelle, enfin, à mon esprit, il faudrait que je prêche ça un peu plus largement, c'est les diagrammes de Hemlock Carr, un marécage arboré dominé par l'érable rouge au sommet du mont Saint-Hilaire à 243 mètres, et puis les sédiments du réservoir Hertel, puisqu'il faut l'appeler comme ça aujourd'hui, actuellement à 169 mètres d'altitude. Puis le cercle que vous voyez dedans, c'est le lac naturel. Parce qu'en 1750, le sieur Hertel de Rouville, lui, à un moment donné, c'est une de ses jobs, ça, de construire un moulin banal pour moudre le grain et scier le bois. Alors, ben, il s'est décidé en 1750 et il a fait une première chaussée, c'est-à-dire un barrage de terre. Et la chaussée a été élevée comme ça jusqu'à dans les années 60, je crois. Et ça a remonté le niveau du lac de à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Et le lac tel qu'on le voit aujourd'hui, tel qu'on peut le photographier, eh bien, c'est en fait un réservoir. À l'époque, ça a été une île dans la mer de Champlain. Quoi qu'il en soit, au lac Hertel, en bas, on a 10 mètres de sédiments accumulés sur à peu près 10 mètres d'eau aujourd'hui.
À MLK, en haut, on a aussi 10 mètres de sédiments sous nos pieds. La végétation du mont Saint-Hilaire, c'est une érablière à tilleul d'Amérique, mais on trouve aussi du hêtre, des chênes, de la pruche, des pins, des frênes, du noyer, entre autres espèces. Le bouleau blanc, l'érable rouge et le sapin baumier, ils sont très, très discrets et c'est une forêt très ancienne. Alors, si on joue à la machine à voyager dans le temps, eh bien, la végétation et le milieu post-glaciaire au Mont-Saint-Hilaire. Examinons d'abord le mont vu du bassin de Chambly sur le Richelieu. Aujourd'hui, on a un sommet à 411 mètres et l'altitude actuelle du plan d'eau, c'est 8 mètres. Les séquences initiales au Mont-Saint-Hilaire montrent d'abord 200 ans de nunatak ou d'insularité glaciaire. Les glaces ont fondu, sont amincies, sont retirées, mais ils s'amincissent aussi. Puis, à un moment donné, le mont Saint-Hilaire perce, j'allais dire protrude, il perce au-dessus des glaces. Et c'est la paléogéographie de cette époque-là et celle que vous voyez en bas. Et puis ça a été suivi de 2000 ans d'insularité marine, c'est-à-dire le mont Saint-Hilaire n'était plus une île dans les glaces, mais une île dans la mer de Champlain, puis ensuite, très rapidement passé au lac Alancy-Illis. La limite marine, c'est 190 mètres. L'altitude maximum atteinte par la mer de Champlain quand la Terre était encore enfoncée. Et puis, le mont dans la mer de Champlain, à 100 mètres, il y a 12 500 ans, c'est ce qui est illustré là. C'est là où l'eau arrive à la mer. Et puis, ce n'est pas du monde qui fait des planches à voile, ça, disons que c'est des morceaux de marsouins qui sautent. Mais en fait, sur la photo originale, c'est du monde qui fait de la planche à voile. C'est un trucage. C'est ma machine à remonter dans le temps. Alors, au début, une toundra de 13 000 à 10 000 ans à la base du diagramme. Vous la localisez au sommet, enfin au nord du Québec-Labrador avec la paléogéographie durant ces époques-là de 12 500 à 11 000. À 11 000 ans, il n'y a plus de glace dans le territoire du sud du Québec. Et voici des images de la fameuse renouée vivipare, là, le Polygonum viviparum, l'oseille arctique, ça aussi, c'est une source de vitamine C, c'est délicieux. La silène à colle, les feuilles se mangent en salade et vous pouvez égayer votre salade. Vous savez, quand vous mangez rien que du lyophilisé déshydraté pendant 2 mois, là, avec les archéologues de l'époque, vous êtes content de manger de la salade de silène à colle, puis les fleurs, ils passent aussi, vous mangez tout ce que vous pouvez trouver. Armeria du Labrador, une plante que j'adore. Alors, encore à l'époque de la toundra, ça a duré 2200 ans, on l'a vu. Il y a eu un refroidissement, le fameux Dryas récent dont on parle, mais dans les diagrammes polyniques, ce n'est pas enregistré beaucoup par un changement dans la végétation, mais le plancton des lacs y a réagi. Il y a eu d'autres espèces de diatomées qui se sont remplacées. Alors, les arbres se sont installés vers 11 000 ans, dans des endroits protégés seulement. Puis, à l'époque, c'était les épinettes qui se sont installées, donc les peuplements de Paissière, de 10 008 à 10 200 ans, une courte période où les paysages auraient pu être comme la photo en haut à droite ou en bas à gauche, et avec le temps, la forêt se referme en une paissière à mousse ou paissière fermée. La forêt initiale était mixte, ouverte, pas dense, là, clairsemée avec du pin gris, des trembles et des peupliers. Elle était dominée par l'épinette noire, mais on comprenait déjà du pin blanc. Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'on a trouvé des macrorestes de pin blanc. Puis pour avoir des macrorestes, là, des graines, des feuilles, des écailles de bourgeon, il faut que l'arbre ne soit pas trop loin. Mais l'arbre n'est pas obligé d'être très abondant. On en trouve, il suffit qu'il soit là. Et puis, probablement, le pin blanc, qui est une espèce d'époque beaucoup plus chaude, il s'installait là. C'était pas son climat préféré, mais c'était vivable. Alors, quand c'est vivable, on vit. Ça, toute l'humanité a montré ça. Quand c'est vivable, on vit. Puis des fois, c'est dans des conditions invivables.
De telles communautés n'existent plus dans la forêt boréale actuelle dominée par l'épinette noire. On ne trouve pas comme ça des mélanges de trembles et de peupliers. Épinette noire, pin gris, oui, mais pas beaucoup plus. À l'époque de la sapinière, donc plus tard, 10 200 à 8 500 ans avant l'actuel, vous voyez, on descend sur la carte, le climat se réchauffe, et puis ben, on a des paysages comme ceux-ci, très jolis, bucoliques. Les premières sapinières comprenaient du pin gris et du bouleau blanc, des essences aujourd'hui boréales. Il y avait là un accroissement du pin blanc et même la participation de chênes rouges, qui sont des essences plutôt thermophiles, plutôt chaudes au Québec. L'orme d'Amérique abondait il y a 9 000 ans et les pinèdes, c'est-à-dire les peuplements de pin blanc de l'époque, devaient dominer la canopée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans ces sapinières-là, il y avait des pins blancs. Un pin blanc peut vivre 400, 500, 600 ans. Alors, les pins blancs dominaient le couvert des sapinières. Un pin blanc ici, un pin blanc là, un autre là, un autre là. Quand vous entrez dans la forêt, le sapin, vous voyez des sapins, du bouleau blanc, puis tout d'un coup, paf, vous arrivez sur un gros pin blanc. Oh boy! Et puis, vous regardez autour pour trouver l'autre. Il n'y en a pas d'autre à 30, 40 mètres. Mais si vous aviez un drone ou un avion ou une photo aérienne, ben vous verriez que les cimes des pins blancs, c'est des super vétérans qui se touchent quasiment, là. Ils sont superposés à la sapinière. Alors, ils dominaient la canopée. Est-ce que je me trompe, c'est le symbole qu'on a mis Ah, ça se peut. Enfin, j'aimerais vérifier, mais ça se peut parce que oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est le pin qui a des grandes branches de côté, là, comme ça. Là. Mais c'est vraiment intéressant. C'était tellement grand qu'il y en avait pas à côté de l'autre, qui étaient éloignés, mais tellement ils étaient grands, ils se concentraient. Ça qui permettait de oui, 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 mais ils étaient dispersés, ils n'étaient pas collés. Et ça va être la même chose. Ah, ça a bien du bon sens. Ben, c'est une piste. Ce n'est pas une explication, mais c'est une piste. C'est une piste. Vous allez. Alors, toujours, hop, j'ai parlé de l'époque des érablières sans les nommer. Oh, il revient là. Je suis perdu dans ma. Excusez-moi, madame, vous m'avez fait perdre ma flèche. Ça a perdu popette. Bon, les érablières, on y est. Les premières érablières avaient beaucoup de pins. Puis c'était la même chose que les sapinières sous les pins blancs, mais c'était des érables à sucre. C'est-à-dire que l'érable à sucre, c'est la mauvaise herbe naturelle. Ça a beau être l'emblème du Canada, là. Ça pousse partout, dès que ça a les conditions qui lui... Et les pins blancs, lui, ben, ça reste une érablière, mais à pins blancs avec des pins, comme je vous ai dit, là, dispersés. Et le hêtre s'est développé vers 6500 ans. Et puis, vers 5500 ans avant l'actuel, l'arpenteuse de la Pruche, une chenille, a dévasté la Pruche de l'Est durant une période sèche. Dévastée dans tout l'Est de l'Amérique du Nord, de manière synchrone, à quelques centaines d'années près. Là. Il y avait eu des épidémies avant, il y en a eu après, mais celle-là a dévasté complètement les paysages. Puis, par rapport au pin blanc, une pruche, ça vit 800 ans. Et puis, ça vient très haut. Puis, je ne pense plus qu'il l'aille, mais au musée, au Smithsonian, il y avait à un moment donné une vitrine archéologique là, qui montrait des Indiens de la période sylvicole, donc qui eux, s'installaient sous les pruches, parce que pin blanc et pruche, ça donne des aiguilles qui tombent par terre, qui font une litière d'aiguilles, et ça, c'est anti-mouche, ça. C'est la meilleure place pour camper, ça. Si vous avez fait du camping sauvage,
vous cherchez ces endroits-là. Alors, bref, 5500 ans durant une période sèche dans tout l'est de l'Amérique du Nord, à l'est du 100e parallèle, 100e méridien, pardon. Alors, les preuves sont mortes. Et il en est resté quelques-unes, évidemment, mais ils sont rétablis seulement 1200 ans plus tard. Et les Arabes sucres et les êtres, ils en ont profité pendant ce temps-là. Selon les endroits en Amérique du Nord, ça peut aussi être des chênes, etc. Et le diagramme nous montre que le noyer cendré, le tilleul d'Amérique, le carrier ovale, nos espèces les plus chaudes, furent plus abondants entre 7000 et 4000, qui est une période où le climat était un peu plus doux. Puis le pin rouge s'est installé autour du sommet du mont Saint-Hilaire vers 4500 ans. Alors, quand le sieur Hertel de Rouville s'est installé, eh bien, les terres avaient été déjà un peu défrichées et on trouve du pollen d'herbe à poux et d'autres plantes rudérales. Et c'est comme ça que la surface de notre diagramme pollinique nous parle pour l'arrivée des Européens. On a très peu d'indices de l'agriculture amérindienne, mais c'est que ça ne couvrait pas des grandes superficies, si vous voulez. Alors, ici, simplement, le nombre de kilomètres carrés défrichés dans le temps, depuis 1600 jusqu'en 1950. Les points bleus, c'est les fondations, c'est l'arrivée de Jacques Cartier, 1534, puis vous avez 1608, 1632, Québec, Trois-Rivières, Montréal. Et puis là, vous avez les défrichements d'avant 1663, puis les seigneuries à une époque que je n'arrive plus à lire. Ben, c'est marqué 1663, excusez-moi. Et puis, ici, vous avez la population qui correspond à ça. Alors, cette population-là était très faible. En 1663, 10 villages. 1815, 50 villages. 1850, puis 300 villages. Nos amis, les Écossais et les Irlandais arrivent, dont un de mes ancêtres, qui malheureusement n'était même pas Écossais ni Irlandais, même pas Gallois, sud de l'Angleterre. D'après moi, il se cachait dans le cale du général Wolfe, là. La plus belle guerre, la plus belle bataille, les plaines d'Abraham. Imaginez, vous avez deux armées, bon, ben, ils se tirent dessus, etc., mais les deux généraux meurent. Évidemment, on ne souhaite pas ça président de l'Ukraine, mais il y aurait une chance que Poutine, s'il venait. En tout cas, excusez. Alors, vous avez vu oups! Ah, vous avez vu les basses terres du Saint-Laurent se remplir de défrichements, de terres agricoles, voilà, et occuper les basses terres, déjà occupées par les Amérindiens. En comparaison avec le Mont-Royal, le lac Hertel au Mont-Saint-Hilaire, puis les lacs des Castors en bas. Alors, si tout le reste, vous connaissez, Ludier-Larose, en 1903, a peint le bassin. Et il y avait un petit étang à ce moment-là, une petite mare, donc bien avant. Alors, on va faire des corrélations polliniques. Vous avez à la base, pendant la période de toundra au Mont-Saint-Hilaire, des horizons équivalents dans le profil sédimentaire récolté en 1937 par Cleghorn et son camarade. Alors, en comparant l'allure des courbes, comme ça, là, on voit que ça correspond assez bien. Ici, c'est l'épinette. Alors, là aussi, c'est bimodal, ça correspond assez bien. Puis pendant les épinettes, il y a ce machin en rose, qui est le pollen de pin gris, Pinus divaricata. Et puis, vous avez ici les bouleaux. Alors, probablement par rapport à la courbe en bleu de l'épinette, on voit que c'est au-dessus. Donc, c'est probablement la même corrélation palino-stratigraphique, donc stratigraphie par le pollen. Et puis ici, vous avez le chêne, pollen de chêne, qui se situe à la bonne place.
par rapport au diagramme l'un par rapport à l'autre. Puis ici, la base de la montée de la courbe du pollen de Prush, Tsuga canadensis. Alors là, jusque-là, ça va très, très bien. Et puis, si on regarde la courbe des pins, ben, la base de la courbe, c'est vraiment pas pareil. Là où ça augmente, c'est pas à la même époque ou aux mêmes endroits dans les diagrammes. Alors, ben voilà. Interpretation matters, but je n'ai pas la réponse pour l'instant. Quoi qu'il en soit, la partie supérieure, les couches superficielles au-dessus ont été tronquées et les couches équivalentes du Mont Saint-Hilaire remontent à peu près 5000 ans. Maintenant, séquence climatique post-glaciaire en Montérégie. Alors, on a vu que la végétation était sous contrôle du climat, ça va jusque-là. Et maintenant, on va voir comment reconstituer le climat. Alors, les données pour les reconstitutions climatiques, c'est 14 sites, ce sont les pastilles vertes et brunes, qui sont des lacs pour le vert, des tourbières pour le brun, situés un peu partout. Montréal avec sa petite étoile. Et c'est les travaux de Serge Muller, un doctorant dans mon laboratoire dans les années 2000. Alors, on prend ces séquences-là, puis on cherche les spectres polliniques fossiles. Oh boy! Où est-ce qu'est ma carte? Ah! Ah! La carte est disparue. Elle est toute jaune. Bon, ben, c'est simplement là que c'est la méthode des analogues modernes. Imaginez que vous avez la carte de l'Est de l'Amérique du Nord. Vous avez 1674 points sur cette carte-là. Ce sont des surfaces de tourbes ou de lacs. On a pris les sédiments puis on a regardé quel pollen tombe aujourd'hui ou avant-hier ou il y a 200 ans. Et puis, on connaît le climat aujourd'hui de chacun de ces points-là. Donc, 1674 spectres polliniques actuels, les points noirs, dont le climat est connu. Puis ça, on compare ça aux spectres polliniques fossiles dont on cherche le climat dans nos 14 carottes. Puis on combine tout ça et ça donne les résultats que voilà. Mais avant de voir les résultats climatiques, il faut voir dans quel type de dépôt le lac Hertel s'est accumulé. Alors, vous avez ici la colonne sédimentologique, les sédiments sableux jusqu'à organiques, Itia, la Boulacus, de 10 000 ans à 0 ans. Et en bas, vous avez le changement du niveau lacustre, c'est-à-dire le fond du lac s'élève parce qu'il y a eu accumulation sédimentaire. On a mesuré la masse de matière minérale. Alors, on brûle l'échantillon, puis on le pèse, puis on pèse les cendres, et on voit que la boue sableuse, ben, il y a une augmentation de la masse minérale, il y a une zone détritique. Il y a 3 ruisseaux qui coulent dans le lac Hertel, puis évidemment, quand il y a des périodes sèches ou des périodes d'érosion, ben, les ruisseaux apportent un peu plus de sable puis de matière. Puis voilà. Et il y en a aussi dans la glitière sableuse. Ce qui fait que ça nous a permis de reconstituer les changements du niveau d'eau. Avant 8000 ans, c'était relativement bas, puis ça a monté, descendu, correspondant, si vous voulez, aux matières de masse minérale durant les périodes de bas niveau. Si on reprend la petite affaire, sans me tromper de flèche, là, vous voyez, ça fait ça. Et voilà, le lac s'est rempli. Et puis est arrivé le Siar Hertel de Rouville avec ses 2 mètres de dam, si vous voulez, ou de chaussée ou de barrage. Alors, quand on garde ça en tête, maintenant, on peut regarder le climat holocène, enfin celui des 10 derniers milliers d'années, parce que tous les sites ne vont pas jusqu'à 12-13 000 ans, là, comme certains. Donc, on prend la période qui leur est commune, c'est les derniers 10 000 ans, et on a ici les changements du niveau d'eau du lac Hertel, qui était moins 7 mètres, moins 5 mètres, moins 4 mètres, moins 2 mètres, avec des oscillations plus bas que le niveau actuel. Et on voit que les courbes de température de juillet en rouge, température annuelle en jaune, température de janvier en mauve,
eh bien, ça ne varie pas beaucoup. Si vous regardez les échelles, là, vous avez 1 degré entre le maximum et le minimum. Quand en janvier, qu'en annuel ou quand en juillet. Mais pendant ce temps-là, même si les changements de température sont minimes, on a des changements importants de la précipitation annuelle. Vous voyez, jusqu'à 8 000, 7 000 ans, vous avez 200 mm de pluie de moins. Alors, quand on a une saison sèche là, à la météo de la radio, là, de la TV, ils ne nous parlent pas de 200 mm, là, mais quand c'est 200 mm, là, c'est dur. Quand ça dure longtemps, c'est très, très dur pour les écosystèmes. Alors ensuite, vous avez une augmentation des précipitations, une diminution, une augmentation. Et ça, c'est tiré de la comparaison des spectres accumulés dans nos 14 lacs, spectres anciens, par rapport aux 16 000 ou 1600 analogues modernes. Alors, c'est comme ça qu'on reconstitue le climat. Et même s'il y a peu de changements dans la température annuelle, on note quand même une tendance à la baisse dans les températures de juillet. Ceci, c'est dû parce que la radiation solaire incidente, le soleil, là, la radiation solaire qui est incidente au sol, elle diminue depuis 11 000 ans à peu près. Et puis, la température de janvier, elle augmente de peu. D'après nos résultats, c'est de l'ordre de 1 degré, ça varie selon les endroits, mais ça augmente de toujours. Alors, les hivers de plus en plus chauds, là, c'est pas d'hier. Et s'il n'y a pas les changements climatiques causés par l'homme, ça continuerait comme ça encore quelques centaines, quelques milliers d'années. Alors, voilà pour le climat. Alors, les incidences environnementales de tout ça, c'est des changements dans le climat thermique, mais surtout dans le climat hydrique, dans les précipitations. Ça affecte les niveaux d'eau des lacs, on l'a vu, mais le niveau d'eau des lacs est contrôlé par les précipitations hivernales. C'est la neige qui stocke en hiver de l'eau qui remplit les lacs, parce que ça remplit d'abord les nappes d'eau dans les sols qui sont jointives avec l'eau des lacs. Si vous avez un bas niveau de lac de 1 mètre ou 2 là, pendant des centaines d'années, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de recharge des nappes. Il faut que les nappes se raccordent, même quand ils étaient plus basses. Donc, c'est sec. Et donc, c'est la neige. Et la neige, selon qu'il y en a beaucoup, ou beaucoup trop, ou peu, ou pas du tout, ça change beaucoup la vie des animaux et des hommes, aussi des femmes qui chassent. Alors, ça a un impact. Ça change aussi l'hydraulicité des cours d'eau. Le débit des cours d'eau en période de sécheresse de bas niveau, ben, est plus lent. Et puis, donc, il y a moins de mètres cubes d'eau qui passent. Le Saint-Laurent en a été témoin jusqu'il y a 8400 ans avec des débits très, très faibles parce que le Saint-Laurent n'a pas été raccordé au lac Ontario avant 8400 ans, si ma mémoire est bonne. Mais disons que, là, je pense que je dérape. L'hydraulicité des cours d'eau, l'impact environnemental pour nous, c'est surtout que pour les Indiens, dont les cours d'eau étaient les voies d'eau, les autoroutes, ben, les portages étaient plus longs, les canotages étaient plus difficiles. Et les milieux humides, que j'adore, ben, c'est des bioressources dépendantes de l'eau. Il y a Gisèle Lamoureux qui a fait Précieuse tourbière, une évaluation économique de la valeur écologique des tourbières. Et c'est par rapport au projet Arabasca, par exemple, etc., puisque ça pouvait rapporter comme taxe les uns et les autres. Et c'est dans des dizaines de fois, des dizaines et des dizaines de fois plus bénéfique en termes d'argent de conserver nos bioressources dépendantes de l'eau, notamment que les tourbières sont de grands puits de carbone. Alors, les marécages, les tourbières, les milieux humides, ben, c'est important aussi pour la préservation de la biodiversité. Enseignement à retenir,
des héritages déterminants, j'espère vous avoir convaincu, des géographies mouvantes, c'est clair. L'importance des milieux humides, non seulement pour la biodiversité qu'ils abritent, mais aussi pour les archives qu'ils recèlent. La boîte que j'ai dans mon salon, c'est un morceau de patrimoine. Si jamais je meurs cet après-midi, là, arrangez-vous pour trouver quelqu'un, puis lui demander, là, jetez pas la boîte là, pas dans mon salon, dans ma salle à dîner. Gardez sa boîte, là, puis envoyez ça à des gens qui vont encore pouvoir l'exploiter. En fait, c'est des milieux de vie, tout ça, pour toutes les populations des premiers peuples qui ont occupé le territoire depuis 12 200 ans au lac mégantique, les paléo-indiens anciens, les archaïques, paléo-indiens récents ayant survécu jusqu'à, ou en tout cas, les archéologues trouvant des indices lités, des points de flèche de type paléo-indien jusqu'à 9000 ans. On parle de paléo-indien récent, surtout pour la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. Ensuite, on est passé à l'archaïque, que les archéologues divisent en différentes périodes selon toujours ce qu'ils trouvent comme artefacts. Et ensuite, le silvicole, période de la pierre polie, puis surtout des vases, de la poterie, jusqu'à l'actuel. Voilà. 15 minutes plus long que promis, mais voilà. Et puis, oui. Les datations carbone 14, ça remonte à 45 000 ans. Est-ce que c'est plus maintenant ou pas? Pas beaucoup plus. Non, pour faire mieux, il faut aller au labo Lumix. Il faut prendre d'autres méthodes dont Michel est un spécialiste, Michel Lamotte ici présent. Et voilà. Oui. On peut aller jusqu'à 60 000 ans, peut-être oser. Hein? Non, ouais, non. Mais quand j'ai commencé, moi, il fallait leur donner 1 gramme, 2 grammes et tout. Maintenant, on fait dater. Vous voyez, quand on se coupe le gros ongle, maintenant, là, on a une rognure, là. J'avais une rognure d'épinette comme ça, moi, qui vient justement du lac Hertel, à la base, dans le Til, donc dans les dépôts glaciaires. Je l'ai vu moi-même, on ne peut pas se tromper. Et les cailloux, à la base de notre tube, c'est rare que ça reste dans le tube, mais là, ça s'était coincé. Les cailloux étaient striés par l'action des autres cailloux. Donc, c'était vraiment un Til, c'était vraiment un dépôt glaciaire. On a fait dater cette rognure d'ongle-là, ça nous a donné 20 quelques mille ans, à peu près 30 000 ans en année. Ça veut dire ça que le glacier a ramassé des dépôts meubles, il a ramassé des épinettes, de la tourbe, il a ramassé des sols. À un moment donné, la glace se constitue par accumulation de neige, ennévée, et ensuite, quand elle est assez épaisse, mais là, elle presse par son poids. Et puis, quand elle se met en mouvement, bien là, ça râpe le tout. Mais pour moi, ça caresse, parce que ça laisse des traces, des graffinures, etc., comme dans la vie. Juste pour revenir à vos pères blancs. Excusez-moi, je vais devoir me déplier parce que le problème de mobilité, il est double. On ne peut pas rester longtemps debout, mais si on reste longtemps assis, là, on est mort. Ah, c'est pas joli à voir. C'est comme ça. Wolfgang et Sylvia sont habitués. J'ai des voisins ici. Les pères blancs se conservent, pouvaient vivre entre 400 et 500 ans. Oui. 400-500 ans. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter, j'étais chanceux, j'ai visité le Japon. Et j'ai déjà vu des arbres au Japon qui étaient entourés d'une clôture pour les protéger, qui avaient 800 ans. Ici, essayez de trouver quelque chose. Ah ben, oui, mais ici, on a eu les lumbermen, les raftmen, puis les coupes des bois. Là, on est tout allé les chercher. Il en reste quelques-uns.
Ah oui? Oui, oui, il en reste quelques-uns, surtout en Abitibi, voyons, au Témiscamingue. Il y a quelques années, évidemment, ils sont interdits de coupe, ils sont dans des réserves écologiques protégées, et puis vous ne trouverez pas l'adresse sur Internet, c'est clair. Mais à un moment donné, je suis allé visiter, je suis ingénieur forestier de formation au bac, puis je suis allé au ministère voir mes collègues, et puis à un moment donné, dans le bureau de l'un, là, il y avait une rondelle, tu sais, une rondelle, là, comme ça, puis je ne faisais pas la moitié, là. Et celui-là, je ne sais pas combien d'années il y avait, peut-être juste 400-500 ans, là. Et imaginez l'arbre qui dépassait. Mais même si vous allez à Ottawa par la route du Nord, là, ce qui deviendra une autoroute complète à un moment donné, peut-être, mais vous allez voir, sur les paysages, c'est magnifique, on voit les Laurentides qui tombent dans les basses terres du Saint-Laurent, et puis les arbres qui dépassent, c'est des pins blancs, de magnifiques pins blancs. Et les pruches, c'était semblable. Non, ce qui nous reste, c'est ce qui reste après exploitation forestière importante de nos forêts. Mais c'était la même chose partout en Amérique du Nord. Si vous allez en Pennsylvanie, ça s'appelle la forêt de Penn, hein, Pennsylvanie. Et moi, j'avais des camps de terrain, là, et puis on voyait des belles forêts, puis des forêts cathédrales. On rentrait dans ça, mais en réalité, c'était à peine 150 ans, avec des petits morceaux conservés, mais on voyait les photos d'archives des années 1900 quand Pittsburgh roulait, quand les fonderies roulaient à plein. Ils ont commencé par, ça prend la chaleur, ils ont commencé par tout couper le bois avant de trouver que sous leurs pieds, il y avait directement du charbon qui affleurait. Alors, c'est le strip mining. Et puis, j'ai vu des terrils de strip mining avec les. Ben, c'est comme partout, hein. Il y a des pluies, il y a l'eau qui coule, ça fait des petits ruisseaux. Mais quand le petit ruisseau qui coule, là, avec un petit élargissement, là, c'est mauve, violette, jaune souffle, comme ça, là, à l'œil. Vous êtes en plein dans la grosse pollution des nappes phréatiques. Alors, c'est sûr, ces forêts-là, ça fait rêver, mais évidemment, il y en a quelques-unes sur Terre qu'on peut observer. C'est magnifique. N'hésitez pas si vous aviez Oui, excusez, je vous reviens. Les montagnes Mont-Saint-Hilaire, Saint-Bruno-Rougemont, c'est des vieilles montagnes parce qu'ils sont pas pointus. Non, ça, le Mont-Saint-Hilaire, toutes les montérégiennes sont des poussées du magma là, en fusion qui sont arrêtées sous terre. Alors, s'ils sont arrêtés pointus, ben, tu as le Mont-Saint-Grégoire. S'ils sont arrêtés effoirés, ben, tu as le Mont-Saint-Bruno, etc. C'est sûr qu'il y a eu de l'érosion au tertiaire, puis de l'érosion glaciaire, mais essentiellement, je ne crois pas qu'on ait eu des montagnes très pointues comme celle de l'Himalaya ou les Alpes, où c'est deux plaques qui se rencontrent, puis ça continue encore de monter de nos jours. Oups, excusez. Est-ce que ces montagnes-là sont sujettes au tremblement de terre? Pas plus qu'il faut, parce que c'est anciennement dans des zones tectoniques stables, sauf que quand même, on a des grandes failles comme la... Oui, merci beaucoup. Merci pour lui. Oui, la faille de Logan, puis il y a des endroits, je pense que l'épicentre des tremblements de terre les plus fréquents, c'est quand même Charlevoix, dans ces coins-là. Mais c'est un peu normal, hein? On se trouve entre les Appalaches puis le bouclier, alors ça bouge. Mais ce qu'on a vu
en Turquie récemment, là, avec vous savez, des décrochements et des ouvertures. Ça veut dire que pendant des centaines de milliers d'années, puis même bien avant les derniers tremblements de terre d'avant, là, il y a eu accumulation de tension, là, ça se tirait tout le coup. Ben, quand ça lâche, une affaire de même. C'est comme la prochaine à San Francisco, on ne connaît pas la date, c'est tout. C'est la seule chose qu'on ne connaît pas. Vous avez dit qu'on était sur des terres non cédées. Quand est-ce qu'on va être sur des terres cédées? Ben, quand les Indiens nous les céderont. Puis quand je dis nous, là, j'ai ma goutte Anishinaabe, moi, qui dit pourquoi je vous céderai mes terres? Vivons ensemble, mes frères. Il n'y a pas de question de cession de concession. L'invention de la propriété, c'est venu avec d'une certaine propriété. C'est venu à une propriété à outrance. C'est venu avec les Européens, les colonisateurs. Les Indiens, ils vivaient sur une terre, et puis évidemment, ils acceptaient des gens, ils en adoptaient, ils faisaient la guerre, ils s'entre-assassinaient, puis ils ramassaient des esclaves, puis ils les gardaient chez eux, puis ils mariaient leur épouse. Puis les Français, les colons français, les explorateurs, eux autres, ils étaient obligés d'explorer. Ils étaient obligés d'aller chercher des castors, ramener des fourrures, ou alors toutes sortes d'explorations. Les autres, ils n'avaient pas le choix, il fallait qu'ils se mettent chum avec ce monde-là. Ça fait des métis comme nous tous. Enfin, je ne sais pas si vous êtes tous métis, mais moi, je suis métissé, puis je pense qu'on est bien métissé du côté indien. Il y a tellement de villes états-uniennes qui portent des noms français. Les États-Unis, là, ils masquent ça, mais quand même. Nous autres aussi. Mais c'est difficile de dire nous. C'est qui ça, nous? On ne se peut pas s'enfermer dans un camp. Comme moi, je disais à Huguette que j'ai découvert une parenté anglaise dont je ne m'attendais pas, mais c'était en pleine Révolution tranquille. C'était en 1967-68 à Paris. J'aurais bien voulu être vendéen pur, là, avec, je ne sais pas, moi, du poil aux pattes de vendéen. Là. Tu passes ça à l'ADN, puis c'est vendéen. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu as le poil que tu peux. Je veux dire. C'est pas grave, ça. C'est pas grave en tout. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est d'avoir masqué. À l'époque de César, il y avait 400 000 esclaves et les ont naturalisés. Mais il fallait. Ben oui, mais à un moment donné, c'est ça. C'est business as usual. Oui, madame? Le boisé des Murs? Oui, je ne suis pas allé, mais je connais. Il est très riche, puis les Muirs n'ont jamais fait d'exploitation forestière. C'est un lambeau de forêt qui se rapproche le plus de la forêt naturelle. Et malheureusement, on n'en a pas dans toutes les situations. On n'en a pas sur Argile, on n'en a pas sur toutes les situations pour pouvoir reconstruire vraiment comment étaient les paysages végétaux anciens, mais c'est là où l'analyse des pollens et les autres restes peut nous donner des indications. Est-ce que vous savez si éventuellement on va le protéger? Oh, il s'est protégé totalement. C'est une réserve écologique intégrale. Oui. Ah, oui. Et pas loin de là, on a trouvé une nouvelle espèce d'arbre pour la flore dendrologique du Québec, c'est le platane. Le platane de l'Occident, on le trouve aux États-Unis, il naît presque. Mais là, on en a trouvé 4 ou 5 dans ce coin-là. Là. Et ça montre qu'il était indigène au Québec. Puis quand on regarde les grains de pollen, ils sont très, très rares. Et je me suis mis, moi, je pensais qu'ils étaient apportés de loin par le vent. Tu en trouves un de temps en temps, tous les 10 000 grains. Je trouve un platane. Eh bien, j'ai regardé ça de plus près et je pense qu'il a été répandu jusque dans la région sur les Basses-Terres, jusque dans la région du lac Saint-Pierre. Est-ce qu'on doit finir? Parce que moi, je tiens debout, là, puis je suis tout excité. Une dernière. Oui, monsieur. Quand on entend qu'il y a 70% des milieux humides qui sont détruits, ça veut dire quoi par rapport au temps? Ça veut dire, est-ce que c'est détruit
récemment ou c'est Ah, c'est détruit depuis les défrichements. C'est récent à l'échelle géologique. C'est depuis la colonisation. Et puis, depuis le développement, il y a eu une accélération, je crois, depuis une cinquantaine d'années. Tu sais, les développeurs, là, ils développent. Qu'est-ce qu'ils développent? Ils développent de l'asphalte, du béton pour des centres d'achat, etc., etc. Le 10-30, là, ben, il y avait des terres agricoles avant, puis il y avait des terres humides, peut-être, il y avait des ruisseaux et tout. Alors, on développe, on a développé comme ça ce qu'on devrait plus faire. Madame, là-bas? Oui. Oui. Dans la carte de végétation? Ah, parce que je l'ai classifié, pardon, je l'ai classifié comme une sapinière à épinettes blanches. Tout le pourtour de la Gaspésie a été cartographié par mon maître, professeur Grantner, comme une zone où la végétation naturelle la plus développée, le climax, était la sapinière à épinettes blanches. Et sur Anticosti, il y avait, il y a toujours, mais une grosse proportion d'épinettes blanches. Ça les distingue de la sapinière à bouleau blanc là, ou sapinière à bouleau à papier, qui est très, très répandue en Gaspésie, puis surtout dans les Laurentides. Alors, le mauve là-bas, c'était la sapinière à épinettes blanches. Et quand j'écris, là, écrivez-moi à Pierre Richard, là, je réponds à tous mes courriels. J'adorerais ça si vous voulez avoir la carte de végétation. Celle que je vous ai montrée, c'est 1987. Ça, c'est la première fois que quelqu'un mettait les travaux de tout le monde ensemble à l'échelle de tout le Québec-Labrador. C'est la première fois, et nos gouvernements ne peuvent pas faire ça, où on a la végétation du Labrador. Parce que la végétation du Québec, sur notre carte du Québec, c'est tout découpé là, à cause de la frontière du Labrador. Mais pourtant, la terre sur laquelle on vit, c'est une péninsule du Québec-Labrador. Tout ça, c'est un ensemble naturel. Ça fait que j'ai combiné ça moi, pour faire cette carte-là. Et ça a été repris par la suite, mais toujours avec la coupure du Québec, avec la petite mention frontière de 1910, non admise, non. Territoire non cédé par les Québécois. Tiens, vous voulez un exemple? Oui, mais savez-vous de quoi ça vient, d'où ça vient cette affaire-là? C'est-à-dire, il y avait des pêcheurs, terre-neuviens, le long de la côte du Labrador. All right. Les pêcheurs avaient besoin de ports d'arrêt pour prendre de l'eau douce, puis tout ce qu'on veut. Enfin, bref, des petits villages côtiers. Les Québécois de l'époque, en gros, c'est ce que je comprends de l'histoire, je ne suis pas historien, mais en gros, ils ont dit, OK, vous allez avoir le territoire que vous voyez du bateau, là, jusque là, jusque tout ce que vous voyez de la terre. Là, il y a un mauvais mot, ça s'appelle la limite des eaux, le partage des eaux. Alors, tant que c'était tout ça, là, ça faisait juste une petite lisière, le reste est québécois, enfin, québécois de l'époque. Et quand ils ont pris la phrase, on a tracé la limite de drainage des eaux, et là, ils sont en allés jusqu'à Shefferville avec cette affaire-là, etc. La moitié des montants de garde, tout ce qu'on veut. On a perdu le Labrador. Il y a des chansons là-dessus, je crois. Très bien. Mais n'hésitez pas, hein, si vous voulez des choses, puis si vous voulez, si vous avez usage, vous voulez le truc, je vais vous envoyer ça par WeTransfer dans la journée même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.